Vous vous trouvez dans la bulle du service des urgences de Troyes. Un espace de bureau ouvert en plein cœur du circuit principal. Un aménagement qui s'inscrit dans la refonte totale du service. La phase 2 et 3 des travaux viennent d'être livrés au mois d'avril. On a créé au milieu du circuit principal un espace de bureau où on a 16 postes informatiques, mais qui permet de travailler en confidentialité, ce qu'on n'avait pas dans nos anciens locaux, puisqu'on était ouvert sur l'extérieur, sur les patients et sur les familles qui étaient auprès d'eux. Là, on peut travailler en toute confidentialité pour nos patients, dans un espace qui est un peu plus serein aussi pour nous, puisqu'il y a moins de bruit ambiant, mais toujours ouvert et qui nous permet aussi la surveillance, puisque l'ensemble des parois de cette bulle sont vitrées et nous permettent quand même de garder une surveillance sur nos secteurs de soins. Réorganiser le service, améliorer l'accueil et la prise en charge des patients, ce sont les grandes lignes des travaux lancés en 2023. Parmi les dernières avancées, 14 salles d'examen individuelles, un espace d'attente post-soins, mais surtout l'installation d'une salle d'accueil des urgences vitales. 4 patients pourront être pris en charge simultanément. Là, vous êtes les pieds dans la sauve donc pour les urgences vitales. Ça veut dire que les urgences vitales n'attendront plus comme ça pouvait être en tout cas trop le cas avant. Maintenant, ils seront directement pris ici dans des conditions optimales. C'est un gain de chance. Un espace flambant neuf qui devrait à terme pouvoir fonctionner en flux continu et permettre d'attirer plus d'urgentistes. L'attractivité, c'est l'autre grand chantier du service des urgences de Troyes. Ce qui reste à faire, c'est recruter, principalement. Les locaux sont très fonctionnels, mais il faut recruter. Maintenant, il faut remplir les murs. Avec du coup des étudiants qui vont peut-être vouloir rester, on va mieux encadrer et surtout, on va être capable de former des gens maintenant avec des médecins de plus en plus compétents. On sait qu'aujourd'hui, dans le système hospitalier et en particulier dans le système des urgences, l'environnement de travail a un vrai impact sur la qualité des soins et sur le fait que les personnels restent longtemps dans un service. Et ça, c'était le deuxième volet. Et la transformation architecturale des urgences a permis déjà de gagner en fonctionnalité. On a réduit les temps de parcours pour nos collègues aides-soignants brancardiers avec les brancards, ce qui amène quand même une charge de travail et des risques professionnels qui sont liés à ça. La phase 4 des travaux s'achèvera cet été. Une unité d'hospitalisation de courte durée et 17 lits supplémentaires viendront compléter le service. On nettoie avec de la laine de bois. C'est un exercice atypique pour un président de région, mais quoi de mieux pour appréhender la réalité du terrain? Ce mardi, Franck Leroy, qui est à la tête de la région depuis janvier 2023, s'est rendu à la Bresse aux Aurores pour participer à la traite des vaches. Ici, dans l'exploitation du président de la Chambre d'agriculture régionale, Jérôme Mathieu, point de départ d'une journée à sillonner les Vosges. L'idée, c'est d'aller au contact du terrain, d'entendre les difficultés, les préoccupations, les projets aussi très valorisants pour le territoire, mieux comprendre les besoins d'investissement d'un agriculteur, d'une entreprise, pour les accompagner aussi efficacement que possible. Voilà, l'action publique, elle se construit sur le terrain, c'est pas dans un bureau. Après une première étape dans la Haute-Marne en février, cette tournée du Grand Est se poursuit donc dans les Vosges, où Franck Leroy et son équipe sont allés à la rencontre des acteurs du territoire, comme à Contrexéville, au centre social La Toupie, où s'est rendue la seule vice-présidente vosgienne de la région, Elisabeth Delgenini, en charge du tissu associatif, qui se porte bien dans les Vosges malgré la crise du bénévolat ou à minima sa mutation. Pour preuve, c'est encore la première filière d'emploi dans le département avec près de 10 000 salariés. Il y a 3 ans, le collectif 88 a vu le jour. Il met en lien les associations et les pouvoirs publics, un modèle unique dans le Grand Est. Une des forces de ce territoire des Vosges, c'est cette capacité de coopération, d'intelligence collective, de faire ensemble. Et ce collectif associatif 88, c'est bien ça. C'est ces associations qui sont confrontées à des difficultés. Difficultés financières, on le sait, parfois terribles, mais aussi des défis énormes au niveau social, au niveau sociétal. Et ce collectif, c'est bien une sorte de forum permanent des acteurs publics et des acteurs associatifs pour voir comment on répond à ces défis, mais comment aussi on réfléchit à l'évolution de la vie associative. L'idée, c'est vraiment de coopérer entre les collectivités territoriales et les associations pour construire vraiment des projets qui ont du sens au regard des besoins, des diagnostics partagés qu'on peut faire au quotidien dans les territoires, dans nos territoires ruraux. À 2 pas de là, c'est la filière du tourisme qui était mise en avant au terme de Contrexéville, qui vont d'ailleurs bénéficier d'une enveloppe d'1 400 000 € d'investissement de la part de la région. Une participation au projet global de 15 millions d'euros pour la rénovation de ses immeubles hôteliers et à la modernisation de son bassin thermoludique.
Depuis la création de la région Grand Est, il faut savoir que le soutien de la région vis-à-vis des Vosges en termes de tourisme est le plus important. On est sur un site qui est magnifique, qui nécessite, comme partout, à la fois un soutien, également des travaux qui devront être identifiés. On voit que l'hôtellerie prend également son essor, mais c'est aussi grâce aux termes qui sont en place. On a vu en l'espace de quelques années passer en termes de nombre de curistes de 400 à 1400 curistes. Une progression du thermalisme dans l'Ouest vosgien dont se félicitent les élus, confrontés par ailleurs à la fermeture d'une des 3 autres stations que compte le département, celle de Plombières-les-Bains. Mais toutes les portes ne sont pas fermées et un autre avenir est envisagé. Une étude se penche actuellement sur la question. La qualité des eaux thermales, la qualité du patrimoine de Plombières nous laisse beaucoup d'espoir de réouverture rapide de l'activité en la matière. Alors, un investissement est nécessaire sur le bâti, ça c'est indispensable et incontournable parce que, on n'attire pas les mouches avec les vinaigres, on ne peut pas non plus attirer les curistes dans des conditions qui ne correspondraient pas à leurs attentes en la matière. Donc, nous sommes décidés, avec la Banque des Territoires notamment, à accompagner Plombières dans un projet ambitieux qui doit se fonder sur un certain modèle économique qui est en train d'être construit dans le cadre de cette étude. Cette journée dédiée a suscité près de 80 rencontres au total entre les acteurs locaux et les élus régionaux qui ont quadrillé l'ensemble du département, avec de nombreuses thématiques abordées telles que la gestion de l'eau notamment. Les Vosges étaient donc le 2e territoire visité lors de cette tournée des 10 départements du Grand Est. Les autres suivront d'ici 2026. Faire fondre l'huile de coco et l'acide au bain-marie hors du feu, ajouter les huiles essentielles. Aujourd'hui, ils sont venus fabriquer un cadeau 0 déchet pour leur maman. Au programme, bougies et baume à lèvres. Huile de coco, beurre de karité, vitamine E et beaucoup d'amour, tels sont les ingrédients pour un cadeau réussi. Je suis en train de verser de l'huile de coco. Je vais faire une bougie pour maman. Précision et concentration lors de l'étape des mesures. C'est bon, et voilà. Une fois tous les ingrédients réunis, direction le bain-marie pour faire fondre la mixture. Et comment ça fond ? Une initiative de la communauté de communes Rive de Moselle, saluée par les parents et les plus jeunes. C'est sympa, ça permet de voir autre chose et de montrer aux enfants le 0 déchet. Je trouve un 10 sur 10. C'est vraiment bien, 0 déchet, ça pollue pas la terre et vraiment c'est très bien. Les enfants pourront repartir avec leurs créations pour les offrir à leur maman. Elles n'auront pas la surprise de la découverte, mais elles seront quand même gâtées. Il y a 35 ans, le lac de la Forêt d'Orient avait déjà accueilli les championnats de France de planche à voile. Michel Mérieux, à l'époque véliplanchiste, s'en souvient. Il y a eu un championnat de France en 1990 qui regroupait déjà beaucoup de monde à l'époque. Il y avait vraiment encore un engouement pour la planche à voile qui revient maintenant, mais qui à l'époque était très fort. Et il y avait les championnats de France sur les lacs de Champagne-Ardenne. Les dériveurs étaient au Der et les planches à voile étaient à la Forêt d'Orient. En 2025, ils étaient 180 concurrents engagés sur le national de printemps et donc les championnats de France de raceboard masculin et féminin. Des épreuves organisées par l'AS Gérardmer. On leur a demandé s'ils souhaitaient organiser cette épreuve et ils nous ont dit qu'ils étaient chauds, qu'ils avaient très envie d'organiser cette épreuve, mais peut-être le lac de Gérardmer était trop petit pour accueillir 2 zones de course, parce qu'on a besoin de faire 2 zones de course pour cette épreuve. Et donc ils nous ont exposé l'idée de venir le faire ici au lac de la Forêt d'Orient, et comme il y avait déjà eu un championnat de France au lac de la Forêt d'Orient, c'était en 1990, on s'était dit que pourquoi pas, c'était une bonne idée, le site était parfaitement adapté. Et donc on a dit banco. Un site qui a donc véritablement bluffé les organisateurs ainsi que les participants. Alors ça me tenait à cœur de venir, c'est pour ça que je suis là, parce que c'est le club organisateur et c'est un site magnifique, on a des conditions magnifiques et voilà, on prend beaucoup de plaisir à le faire. Les raceboarders s'en sont donc donnés à cœur joie sur ce plan d'eau agrémenté d'un grand soleil et donc dans des conditions idéales. Il ne manquait finalement que les compétiteurs au bois qui n'ont pas beaucoup d'appétence pour la discipline. Je crois que ça tient aussi à la dynamique des clubs locaux. Je ne sais pas si les clubs locaux ont une grande dynamique dans la planche à voile à dérive, je ne crois pas. Je crois qu'ils sont surtout axés sur le dériveur. Ça, c'est des choix politiques des clubs qui sont libres aussi de choisir les séries sur lesquelles ils veulent développer. Ça dépend aussi des sensibilités des dirigeants, des techniciens des clubs, de leur culture, de leur passé de régatier. Donc potentiellement, il y a tout ce qu'il faut pour développer une activité de planche à dérive ici sur le lac de la Forêt d'Orient. Il suffit d'en avoir le projet, j'allais dire.
De vrais spécialistes, il y en avait à l'image de Jeanne Mayos-Vittel qui, au scratch, s'est challengée aux hommes en terminant 2e au classement scratch. J'aimerais bien me classer au classement général sur le podium du classement général. Et puis en féminine, je crois que je pense pouvoir gagner. Voilà. Mais le classement général, c'est ça qui me motive. Un championnat de France qui sera peut-être une source d'inspiration pour les clubs locaux afin de booster la discipline dans le département. Inutile d'attendre 35 autres années pour revoir une telle compétition sur le lac de la Forêt d'Orient. Je vais deviner ce que c'est. Je vous montrerai après, mais voilà, si vous avez une idée ce que ça peut être. Un canon qui lance plusieurs balles, genre mitrailleuse, non ? Visite plutôt unique au cœur du musée de la guerre de 1870 et de l'annexion à Gravelotte. Privés de leur vue, les visiteurs ont découvert d'une autre manière plusieurs objets de la collection permanente et sortis d'archives. Un sabre. Disons que les avoir touchés à l'aveugle, ça donne une autre façon de percevoir les choses. C'est vrai que c'est super impressionnant de se dire je l'ai touché tout à l'heure en vrai. Le fait de l'avoir touché, en fait, on a plus le détail et quand on regarde après l'objet, on est plus à regarder vraiment le motif, ce qu'on a ressenti au toucher. On essaye de le percevoir en fait visuellement. La concentration est de mise. Sans la vue, mieux vaut écouter avec attention les explications des équipes encadrantes. Malgré tout, difficile parfois de deviner les objets entre ses mains. Équipé de gants, le toucher est également différent. Oh, ça c'est bizarre ça. Pour moi, il y a l'imaginaire qui vient contrer un peu la réalité. Le toucher, c'est spécial. J'ai regretté de ne pas pouvoir toucher avec mes mains et d'avoir un gant parce que les matières sont plus... on peut mieux les désigner si on n'a pas le gant. Mais il faut respecter les objets, on comprend bien. La visite continue toujours à l'aveugle pour s'attaquer à du plus gros calibre. Une expérience originale proposée par le musée pour la première fois afin de redécouvrir l'histoire de manière ludique. Carton plein pour cette première édition, rendez-vous en octobre pour la 2e.